je disais que de la musique, nous allons aller autre chose. C'est aussi ça la force et la richesse du studio 210. Voilà, donc nous sommes là dans la rubrique questions d'actualité. Vous savez, le vendredi 3 mai, c'était le mercredi, merci Marina, c'était le mercredi, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Et donc, suite à cette occasion, nous avons pensé, chers téléspectateurs, avoir pour vous quelqu'un de valeur. Et quand je dis quelqu'un de valeur, je pèse mes mots, quelqu'un de valeur dans ce métier, parce que nous avons voulu aborder un sujet que nous appelons reporter à l'ère de la Camorra. Mais nous allons nous appuyer de l'expérience de cette personne. C'est un monsieur qui est expérimenté, qu'on appelle Alexis de la Rivière. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Et donc, Alexis de la Rivière, il est journaliste, spécialiste des questions nautiques, ici à Télé Congo. Quand vous suivez votre télévision à la maison, vous voyez des choses qui se passent dans l'eau, etc. Ne vous étonnez pas, c'est en fait lui qui réalise toutes ces choses. Et ensemble avec Marina Bouesso, que je salue, bonjour Marina, bonjour, mais aussi Amour Mafina, bonjour Amour. Bonjour, nous allons donc essayer un peu de profiter de l'expérience. Vous savez qu'il est souvent dit, l'expérience, c'est ce que nous avons besoin. Il faut profiter de cette expérience pour qu'on puisse avancer. Donc nous allons profiter de l'expérience de notre confrère, notre collègue Alexis, pour essayer un peu de comprendre les mécanismes, pour ne pas dire les problèmes que nous avons dans ce métier. Mais avant cela, suivez ce reportage signé Alexis de la Rivière. Le fleuve est vaste. À première vue, on serait tenté de croire qu'il est navigable en tout temps et en tout lieu. Loin de là, ce n'est qu'une illusion, car sous cette étendue d'eau d'apparence sereine se cachent de nombreux obstacles à la navigation. Le fleuve, il est certes vaste, mais il y a le phénomène d'ensablement. Et donc, la voie qui est navigable peut changer facilement. Donc, quand il y a l'ensablement dans une passe, nous devons choisir, sonder et baliser la meilleure voie qui garantit la sécurité donc des navires, pour qu'ils accèdent en toute sécurité au port de Brazzaville. Ainsi, pour permettre aux bateaux de naviguer en toute quiétude, il faut alors le baliser. L'importance du balisage, c'est de chercher à guider les bateaux pour naviguer en toute sécurité sur le fleuve, en posant des balises. Nous avons le balisage fixe, c'est-à-dire qu'on met les signaux dans les arbres. Nous avons les balisages flottants à travers les bouées. Donc ces bouées sont mises sur des dangers et les bateaux, en naviguant, quand ils voient ces bouées, ils savent que, attention, à tel endroit, il y a un danger. Le balisage du fleuve Congo est réparti entre les deux États frontaliers, la RDC et la République du Congo. En République du Congo et en RCA, les travaux d'entretien des voies navigables sont réalisés par le GIE-SEVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, une société congolo-centrafricaine. Dans le pôle Malébo, cette société balise la passe de la rive droite de Brazzaville jusqu'à Maluku. Le balisage dans la zone du pôle, ça s'effectue sur 30 km. Donc nous avons en charge les accès au port de Brazzaville et nous savons que nous avons des passes divagantes. Donc le balisage ici est dit mobile parce qu'il change à chaque saison. C'est ainsi que grâce au système de mise à jour régulier des balises et ce nœud de navigation par le GIE-SEVN, les bateaux peuvent naviguer en toute sécurité, mais à condition que les pilotes sachent interpréter les différents signaux. Au niveau du pôle Malébo, on a des bouées rouges qu'il faille laisser donc à votre droite, donc du côté tribord à la remontée. Nous avons des bouées noires. La bouée noire, il faut la laisser donc du côté bâbord, c'est-à-dire à votre gauche, quand vous êtes à la remontée. Et nous avons des bouées vertes, des bouées d'épave. Nous avons aussi les bouées de bifurcation, des bateaux qui quittent la RDC pour arriver donc au port de Brazzaville. Mais à cela s'ajoute aussi le balisage fixe que nous plaçons au niveau des berges, donc des rives,
Donc nous avons des flèches. Donc on doit suivre pour dire qu'il faut suivre la rive. Nous avons aussi des parallèles. Donc tu t'approches dessus et tu dois les quitter automatiquement pour aller vers le signal qui se trouve de l'autre côté au large. L'environnement sablonneux du Poul Malébo avec pour conséquence immédiate l'obstruction des canaux de navigation contre les services techniques du GISEVN d'être réguliers sur le fleuve. On a un mini-baliseur qu'on appelle le baliseur des ponts qui donc passe régulièrement pour mettre en place le balisage. Et donc nous, le service hydrographique, nous avons la mission de passer régulièrement pour faire un contrôle, pour faire la vérification. Cette année, en prévision du flux de trafic exprimé par les exploitants forestiers du Nord Congo, qui ont décidé de ramener leurs grumes par la voie d'eau, oblige le GISEVN à prendre des dispositions particulières. Cette année-ci, il y a des petits problèmes au niveau du port de Douala. Le bois qui est transporté dans notre pays doit transiter en grande partie sur le fleuve Congo pour prendre la voie transéquatoriale. Les transporteurs sont déjà venus voir comment ensemble on doit étudier les voies et moyens pour pérenniser la navigation. Les rivières Obangui et Songa et le fleuve Congo n'ayant pas le même régime, l'entretien régulier du Poul Malébo permettra aux bateaux chargés attirant d'eau libre depuis le nord du Congo d'atteindre sans inquiétude le port de Brazzaville, même en saison de basse zone. Merci à Gabiza, à Moubié et à Germain Andier pour ces images. Je venais de dire, le 1er en fait, c'est le 3 qui est la journée mondiale de la liberté de presse. Et je vais me tourner donc vers notre confrère et collègue. En suivant ce reportage, je réalise combien il est difficile de travailler dans ce genre de conditions. Et aujourd'hui, les jeunes certainement que nous sommes, sinon la plupart des reporters, nous avons tendance à vouloir aller vers des choses qui seraient un peu, pour ne pas dire des reportages de sur place, tout en sachant bien qu'après chaque reportage, on a un peu d'argent. Pourquoi, qu'est-ce qui exprime cette volonté à faire des longs voyages, quelquefois qui peuvent vous prendre une semaine, juste pour donner de la matière, du produit, surtout que vous êtes, je dirais, une denrée rare dans nos médias ici. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi vous avez cette motivation-là? Vous ne courez pas derrière un peu ce que je dirais la camorra pour gagner un peu d'argent comme les autres? Merci, vous avez tout compris. Réaliser un tel reportage, c'est pas facile. C'est pas facile. Remarquez que je fais tout seul. Je fais des images, donc je suis ingéré. Tout est filmé par moi-même. Les questions, l'écriture, tout c'est moi-même qui fais. Je vais juste vers le monteur pour les besoins du montage. Mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui m'a fasciné à faire, à prendre ces risques-là, au lieu plutôt de faire comme font les autres, aller faire des reportages dans les bureaux, des audiences et autres. Moi, c'est d'abord beaucoup plus mon environnement natif. Je suis né au bord du fleuve Congo, dans une pirogue. Je n'ai pas connu l'enfance comme les autres. Moi, ma mère m'a enfanté dans une pirogue alors qu'elle revenait de la pêche. Et depuis lors, je suis resté attaché à l'eau. Et vous? Mais non, j'ai dit, mais il faut que je montre aussi cet environnement-là aux autres. Alors, en grandissant, je suis souvent à RFI, on dit spécialiste du fleuve Nil. Spécialiste du fleuve Niger. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas se faire aussi spécialiste du fleuve Congo? Voilà, je me suis mis à me former dans ce sens, à me documenter, à faire le reportage dans le secteur lié à l'eau. Mais non, à la question de savoir pourquoi ne pas faire comme les autres ou la camorra. Oui, la camorra, nous l'avons connue sur le terrain. Quand j'arrivais sur le terrain, la camorra existait. J'avais déjà réalisé un reportage sur la camorra à l'époque. J'avais interviewé paix à son âme, je crois que c'est le doyen Claude Bivois, c'est un ancien de la presse. J'ai posé la même question. Qu'est-ce que la camorra? Ils m'ont répondu. La camorra, au fait, c'est quoi? C'est des sommes d'argent que l'on reçoit après le reportage. Tout à fait. Quand vous allez en reportage, pour le journaliste, le vrai journaliste, c'est d'abord l'information. Vous allez pour chercher l'information. Mais aujourd'hui, c'est un monde contraire. C'est ça la camorra. On va en reportage, pas pour chercher l'information, mais c'est pour chercher l'argent.
Quand vous amenez une équipe en reportage, si à la fin il n'y a pas l'argent, surtout moi, quand j'amène les gens au port, on dit ah, de la Rivière était au port, il a dû recevoir l'argent d'avance, voilà pourquoi on n'a pas eu l'argent, tu as mal managé, c'est un faux reportage. Alors ils ignorent que nous sommes venus d'abord pour la recherche d'informations. C'est ça le mal. Alors, j'ai toujours dit que la Camorra aliène la liberté du journaliste. Quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu ne peux plus traiter l'information telle qu'il se doit. Tu ne peux plus parce que tu dis, mais j'ai reçu une enveloppe, par exemple, de tel ou tel. Alors, comment je vais faire? Il faut maintenant faire la part belle à cette personne qui t'a remis quelque chose. Tu verras que les reportages où la Camorra a trop frappé, où chez nos amis de la RDC on dit le coupage, où on t'a beaucoup coupé, tu as beaucoup saigné, le reportage de l'homme n'est pas bon. Parce que tu le fais avec une dette morale, même si le VTR de l'intervenant n'obéit pas à ton angle de reportage, tu es obligé de prendre ce mot comme ça parce que tu as reçu quelque chose de quelqu'un. Donc c'est ça la Camorra, c'est ça qui aliène la liberté de la presse. Oui, ça aliène la liberté de la presse, mais parce qu'on a besoin certainement de quelque chose qu'on nous apporte à cause de ces êtres que je me tourne un peu vers elles, à cause de ces êtres qui nous demandent un peu plus. Et c'est pour cette raison plutôt que je vais leur laisser vous poser des questions, parce que quelquefois, c'est elles qui nous mettent dans des problèmes. Non, mais ce n'est pas seulement des hommes, des camoristes, on a aussi des dames camoristes. Ah bon? Alexis, on n'a pas vu des hommes, des femmes aussi qui sont dans la Camorra n'a pas de sexe. Voilà. La Camorra, c'est un mal qui gangrène tous les journalistes congolais. Mais ce n'est pas seulement les Congolais, il est partout. J'ai réalisé aussi un reportage comme ça à Bangui, à la TVCA. Là-bas, ils appellent ça le gombo. En RDC, on appelle la Camorra par le coupage. Mais au Gabon, on appelle ça par le communiqué final. Voyez-vous, le reportage est fini, mais qu'est-ce que vous attendez? On attend le communiqué final. Vous leur donnez le communiqué final, mais ce n'est pas ça le vrai communiqué final. C'est les sommes d'argent là que l'on attend. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la Camorra aliène la liberté du journaliste. Et quand on parle de la liberté du journalisme, il y a aussi les conditions de travail. Outre l'accès aux sources d'information, il y a les conditions de travail. Alors, par rapport à ce que vous faites, ce sont des risques que vous prenez, aller sur le fleuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous faites pour réaliser ce genre de reportage? Bon, vous savez, le fleuve, c'est un monde différent des autres. J'ai toujours dit que le fleuve, c'est un monde différent des autres. Si bien que, à chaque fois, quand je vais aller sur le fleuve, quand je demande même une équipe ici à la télé, on dit non, ça, c'est un monde des initiés. On ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas prendre le risque de donner la caméra dans une pirogue et autres. Mais moi, j'ai dit, je prends des risques. Je fais avec ma caméra privée. Et je filme. Je prends les pirogues. Souvent, quand j'arrive sur le fleuve, bon, moi, peut-être j'ai un avantage parce que le fait d'être né au bord du fleuve, je sais comment naviguer, plutôt comment ramer. Je sais nager aussi en cas de. Et quand j'arrive, c'est vrai, je paye la pirogue. Parce que pour le pêcheur ou encore pour l'armateur, c'est un reportage. Pour eux, ils pensent que quand je descends sur le terrain, je suis en mission, j'ai reçu de l'argent, je dois obligatoirement payer. Enfin non, je ne vais pas en mission. Personne ne me donne l'argent pour aller réaliser ce reportage. C'est moi-même fasciné par ma passion de faire mon travail, je le fais. Alors, je prends des risques de réaliser. Voyez-vous? Donc, le fleuve, c'est un monde, c'est pas un monde comme les autres. Aller sur le fleuve, beaucoup de journalistes n'acceptent pas. La plupart préfèrent être seulement sur le terrain, sur le monde terrestre. Oui, c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas subventionné. Est-ce que ça ne vous a pas tenté, cette idée ne vous est pas venue à l'esprit de demander de l'aide pour que vous puissiez mener à bien votre travail? C'est vrai. Avant de répondre à cette question, j'ai oublié un aspect. Vous avez parlé de l'accès à la liberté de la presse. Je dis toujours, je vais répondre à votre question. Je dis toujours, quand on parle de la liberté de la presse, ne voyez pas seulement le produit fini. Mais on a de sérieux problèmes. La liberté de la presse au Congo, je dirais qu'à deux vitesses. Pour ceux qui font des audiences, des séminaires ateliers, quand ils arrivent au cabinet du ministre, même sans ordre de reportage, dès qu'ils arrivent avec la caméra, avec le micro, ils disent seulement la presse. Les portes sont largement ouvertes. On ne demande pas votre ordre de reportage, votre ordre de mission. Du fait que vous avez dit la presse, vous êtes au cabinet du ministre, vous rentrez. Mais pour nous qui faisons un peu la presse d'investigation, on ne voit pas cette liberté. Chaque fois, on a intercepté, tu veux, non, ceci, ordre de mission. Même sur le fleuve, on me dérange. Voyez-vous? Mais le même Alexis de la Rivière va faire le reportage, même sur le Premier ministre, même sur le président. Dès qu'il arrive, même sans ordre de reportage, avec la caméra, c'est déjà un laissez-passer. C'est un ordre de voir. Mais
quand vous faites les investigations, ce n'est pas ça. Donc la liberté de la presse au Congo a 2 vitesses. Les journalistes sont capables de vous fournir, de donner de bons produits. Malheureusement, l'accès aux sources d'information est souvent difficile. La liberté de la presse au Congo, hier. La loi sur la liberté de la presse, hier. La Constitution aussi garantit cela. Mais c'est nous-mêmes les journalistes. Moi, je dis c'est nous-mêmes les journalistes. La porte est ouverte, mais nous avons peur d'y accéder. Ce n'est peut-être pas nous les journalistes sans fonction, mais c'est beaucoup plus les chefs. Quand vous voulez aborder telle thématique, ah non, ça c'est sensible. Vous voulez aborder, non, ça c'est sensible. C'est les chefs qui étouffent. Mais on a des journalistes capables de faire ce que font les autres. Si bien que vous remarquez, quand les journalistes occidentaux arrivent, ils ont facilement, les portes sont facilement ouvertes. Mais moi qui suis le local, journaliste local, je ne peux pas aller aborder cela. Alors que les thématiques abordées par les soi-disant les grands journalistes étrangers, c'est même ça, ces thématiques qui mettent très mal à l'aise nos pouvoirs, les pouvoirs africains. Mais malheureusement, quand ils arrivent, ils sont toujours les bienvenus. Nous-mêmes, les locaux, on est malvenus. Voilà pourquoi je dis que la presse au Congo, la liberté de la presse au Congo a 2 vitesses. Maintenant, répondant à votre question, tenter, oui. Je fais un travail que tout le monde reconnaît. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je veux quand même parler de moi-même. Je suis reconnu au niveau international. J'ai des documentaires, des reportages qui passent sur TV5 et sur toutes les chaînes qui diffusent leurs programmes en langue française. Mais les mêmes reportages sont difficilement acceptés chez nous. Mais non, comment je réalise ces reportages? C'est avec mes moyens de bord. Avec les moyens de bord. Tout ce que vous voyez quand vous dites, surtout les gens d'eau, quand tu vois, ah, monsieur de la Rivière, vous avez fait un très bon reportage. Monsieur de la Rivière, vous nous ramenez vraiment dans le terroir. Mais c'est bien. Mais il ne se pose pas les questions de savoir comment est-ce que vous faites pour réaliser ces reportages. Je fais tout avec les moyens de bord. Chaque fois, j'ai sollicité des subventions, des aides. Puisque le travail est déjà là, puisque le travail est reconnu au niveau international, pourquoi hésiter encore de soutenir un tel journaliste qui a porté le Télé Congo sur le circuit international? À ce moment, on se dit, mais où va le pays? Où va le pays? Les besoins d'aide, on en a toujours. Si quelqu'un se propose de me soutenir, c'est bien. Vous verrez qu'on va faire davantage. Une remarque à Alexis de la Rivière, parce que ce n'est pas pour une première fois que nous suivons vos reportages, souvent nous les suivons. Tous les bateaux affectés à l'entretien des voies d'eau sont dotés de 2 pavillons, c'est-à-dire 2 drapeaux, soit la RCA, la République centrafricaine, la République du Congo. Et pourquoi? D'accord. Là, nous abordons ce que nous appelons le balisage. Je préfère définir un peu cela rapidement pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, qu'est-ce que sont les balisages? Le balisage, moi en tant que spécialiste, nous renvoie à la notion de talouage, c'est-à-dire rechercher le chenal de plus grande profondeur. Le fleuve, comme vous le voyez, il est vaste, mais vous ne voyez pas les obstacles qui sont sous l'eau. Donc, il faut le baliser. Donc, il faut mettre des signaux pour montrer que tel endroit a un obstacle, tel endroit est ceci, ceci. Mais non, depuis toujours, depuis l'époque de l'AEF, le Congo et la RCA ont toujours eu cette société de balisage de voies d'eau communes. Ça a commencé depuis l'époque de l'AEF, si bien qu'il y a eu une réunion tenue à Brazzaville, c'était le 22 septembre 1931, par la commission franco-belge du balisage. On a réparti les sections de balisage du fleuve. Donc le fleuve tel qu'il est là, du fleuve Congo, du Poul Malebo, jusqu'à Maluku, ça fait 40 km. Cette partie est balisée par les Belges, c'est comme ça, répartie par le Congo belge. Maintenant, la passe de la rive droite est balisée par le Congo-Brazzaville. Maintenant, les bateaux affectés à l'entretien, sinon au balisage des voies d'eau, du côté Congo-Brazzaville, sont dotés de 2 pavillons. C'est pour montrer que c'est une société qui appartient à 2 États. Voyez-vous? Donc, cette société met des balises. Ça commence à partir de Maluku, donc, ça prend toutes les passes du côté Congo français, Congo-Brazzaville. Maintenant, quand on arrive au niveau de Mumbenzele, jusqu'à Bangui, c'est toujours ce bateau, cette société congolaise centrafricaine qui balise. Mais la plus grande partie du fleuve Congo comme tel est balisée et réservée du côté Congo-belge depuis les accords de 1931 que j'ai cités là. Et vous dites souvent que le fleuve parle
Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, le fleuve parle. Quand je dis le fleuve parle, je fais allusion à vous qui avez des véhicules. Vous voyez, la route parle. Il y a toujours des panneaux de signalisation qui montrent, attention, il y a un dos d'âne. Il y a une conduite à tenir par rapport à cela. Donc le fleuve aussi parle. Le langage du fleuve est compris par les initiés. Quand je parle des initiés, je ne fais pas allusion aux initiés mystiques, mais aux navigateurs. Donc sur le fleuve, vous voyez, il y a des bouées. Vous avez vu sur le reportage, il y a eu en forme de tonneau rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle la bouée rouge. Mais le navigateur, quand il voit cette bouée-là, le rouge, ça veut dire qu'il y a un obstacle devant. L'obstacle, là, c'est quoi? Ça peut être un banc de sable, ça peut être un rocher. Mais non, quand vous voyez la bouée rouge, le navigateur sait que la bouée rouge, je dois la laisser à tribord, c'est-à-dire du côté droit. Donc, il ne doit pas laisser cette bouée rouge du côté gauche, sinon, il va heurter l'obstacle qui est là. Il y a eu encore une bouée blanche, noir-blanc. C'est ce qu'on appelle la bouée noire. Et le navigateur, quand il voit, il sait que là, il y a un obstacle. Mais cet obstacle-là, je dois le laisser du côté bâbord, c'est-à-dire du côté gauche, que ce soit à la montée ou à la descente. Je ne dois pas aller du côté droit de la bouée noire. Si je vais du côté droit de la bouée noire, alors je vais heurter soit le banc de sable, soit le rocher qui est là. Il y a eu encore une autre bouée verte. Mais cette bouée verte, ça signifie quoi? Quand les navigateurs, quand ils voient ça, ils savent que, attention, il y a une épave de bateau qui est là. C'est un endroit très dangereux qu'il faut vraiment avoir une connaissance. Voilà pourquoi je dis que le fleuve parle. Mais si toi, tu ne sais pas lire ces signaux-là, Tu ne pourras pas naviguer. tu ne pourras pas naviguer, ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison qu'il faut être un initié, étant donné que sur le 210, c'est aussi une émission des initiés, bon, peut-être dans la spiritualité. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire et à tous ceux qui font le travail par rapport à votre expérience, à votre passion? Quels conseils pouvez-vous donner aux autres journalistes que nous sommes, mais aussi à tous les reporters de notre pays? Quel conseil je peux donner? C'est bien, j'ai suivi le colloque tenu lors de la Journée mondiale de la presse. L'honorable, qui est notre consoeur, Kouloumou, a donné un très bon conseil. On doit cesser d'être des journalistes généralistes. Il faut qu'il y ait des journalistes spécialistes. Tout le monde ne peut pas tout faire. Moi, par exemple, j'ai choisi un secteur, celui des transports, ports et transports fluviaux. Mais je ne peux pas aller prendre encore un autre secteur. Quand c'est vaste, tu as du mal à bien te spécialiser. Donc, le conseil que je donne, il y a beaucoup de thématiques. On a des grands journalistes au Congo. Mais aussi longtemps que nous allons nous limiter seulement aux séminaires ateliers, aux audiences, personne ne pourra faire de nom ici au Congo. Donc, aller plutôt vers une presse thématique. Aujourd'hui, on parle trop de changement climatique. L'environnement. Il n'y en a pas assez au Congo. Mais on parle de l'environnement seulement quand il y a une activité du ministre chargé de l'environnement et qu'il y a des journalistes maintenant qui en parlent. Mais après, c'est fini. Donc, nous aimons tous l'argent. Oui, c'est bien. Mais ayons un peu de la méthode. Ne mettons pas l'argent avant parce que notre boulot, c'est d'abord la recherche de l'information. Aller vers la source de l'information, que le journaliste n'attend pas l'information dans son bureau. Les informations ne se fabriquent pas. C'est le journaliste qui doit aller vers l'information. Donc c'est ça ce que je demande. Et nous aimons tous l'argent, mais mettons un peu la méthode. D'abord l'information et l'argent après. Quand l'information est bien donnée, l'argent viendra automatiquement. Ok, merci beaucoup, cher collègue Alexis de la Rivière, pour ces enseignements, ces conseils que vous avez mis à notre... que vous nous avez donné, excusez-moi. Voilà, c'était donc question d'actualité, Studio 210 continue.